grand. Voilà. Ah, je te vois. Coucou Déborah, ça va? Oui, super la pêche. Je suis contente d'être là. Trop cool. Moi aussi, je suis super contente que tu sois encore avec nous au final, parce que c'est la deuxième année. T'en as fait autant que moi. Ouais, c'est génial de dire ça comme ça. Je me sens honorée. C'est vrai que je tenais absolument à être là pour la deuxième, vu voilà la belle expérience de la première, et puis surtout ta mission de vie là que je trouve il y a tellement de sens à vouloir accompagner les mamans. Je pouvais pas être ailleurs que là, quoi. Trop cool. Bah, merci beaucoup de nous faire ce plaisir en tout cas. Et une fois de plus, je suis ravie d'avoir l'opportunité justement de porter ma voix et de porter ta voix également, qui a beaucoup de sens pour moi aussi. Donc c'est trop cool, je suis contente. Alors, moi, je te connais. Il y a certaines mamans que j'ai vues qui étaient là l'année dernière aussi qui doivent se souvenir de toi. Mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que tu fais dans ce sommet-là? On aimerait en savoir plus. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Déborah Adam, j'habite dans le Grand Est de la France. Et chez nous aussi, il fait chaud maintenant. Ça se voit. Ouais, tu vois, on a sorti la petite tenue. Moi, j'ai 3 enfants. Donc, j'ai une fille de 17 ans. Il faut que je réfléchisse parce que les âges des enfants, ça bouge tout le temps. C'est assez infernal. Donc, la grande a 17 ans, ma moyenne a 14 ans, mon petit a 7 ans, avec des choses différentes, des problématiques différentes, voilà, un peu de HPI, un peu de maladie, un peu de voilà, plein de bonheur de maman. Et ma particularité, c'est que moi, j'ai été longtemps maman solo. Pendant 10 ans, j'ai vécu donc à la tête d'une famille monoparentale avec toutes les responsabilités voilà, qui m'incombaient. Et du coup, j'ai eu envie de travailler sur les aspects de la parentalité pour être un petit peu plus efficace et puis pour transmettre des choses à mes enfants. J'ai écrit un livre qui a été déjà tiré au sort pour le sommet en cadeau qui s'appelle « Je suis une maman solo extraordinaire ». Voilà. Et puis ensuite, j'ai écrit un second livre. Bon, on va y venir. Mais dans ma vie professionnelle, j'accompagne les personnes qui ont aujourd'hui, en tant qu'adultes, encore des blessures de l'enfance qui sont encore activées. Voilà, donc je suis spécialisée autour du psychotrauma et surtout le psychotrauma complexe, c'est-à-dire celui vraiment, pas quand j'ai été victime d'attentats ou de prise d'otage ou d'un gros accident comme ça très incroyable et extraordinaire et malheureusement non, qui devient de plus en plus ordinaire, mais plutôt le trauma qui s'installe dans la durée parce que justement, tu as été peut-être un enfant pas suffisamment aimé, ça va être le thème d'aujourd'hui. Voilà, j'accompagne les personnes à finalement se rendre compte qu'elles sont tout aussi légitimes et tout aussi extraordinaires, pour reprendre un peu le titre de mon livre. Et voilà, je fais ça avec plaisir. Je suis psychopraticienne et je suis coach et je suis formatrice et du coup auteure aussi. Ok, trop cool. Ça fait pas mal de choses, c'est trop bien. Ouais, plein Et, de casquettes. et justement, tiens, bonjour Christine au passage. Et justement, moi, je voulais savoir, ça veut dire quoi en soi, ne pas être assez aimé, ne pas avoir été suffisamment aimé? Ben ouais, on va le voir tout à l'heure parce que je t'ai préparé une petite présentation, mais déjà en Ouais. quelques mots, c'est avoir une blessure en soi. On estime qu'on a eu une enfance qui a été tronquée. Et tronquée pour plein de raisons différentes. On part vraiment du principe que c'est pas forcément dans les faits et dans la réalité matérielle, parce qu'on le sait tous, quand on vit à deux une même situation, on va avoir deux affects différents. Si toi et moi, on va voir un film, on aura deux ressentis complètement différents. Donc, on va vraiment se baser sur le ressenti de la personne et si, à son avis, elle a été suffisamment ou insuffisamment aimée. Ça peut être une sensation d'avoir été à un moment donné abandonné, alors que dans les faits, pas du tout, il n'y a pas eu d'abandon. Simplement, les parents étaient peut-être pas totalement présents parce que accaparés ailleurs. Donc ça peut être une des raisons. Après, il peut y avoir des choses encore plus fortes, plus complexes. Il peut y avoir, il y a beaucoup de traumas dans notre génération. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été un peu soit mis de côté,
parce que leurs parents avaient des soucis professionnels, des soucis matériels et financiers, des soucis de maladie. Quand on a grandi auprès d'un parent qui a une maladie, que ce soit somatique ou mentale, on ne se sent pas toujours exister soi-même parce qu'on est en vigilance, parce qu'on se dit il ne faut pas que je rajoute des soucis à mes parents, ils ont déjà leurs problèmes, etc. Et on grandit un peu comme ça, cas un cas, et on arrive à l'âge adulte et on rencontre d'autres adultes qui ont d'autres systèmes de pensée, qui ont une autre estime personnelle. Et en creusant un peu, on se dit, mais tiens, eux, ils ont eu peut-être des parents qui étaient plus nourriciers à un moment donné, ou plus présents, ou au contraire moins présents. Parce que là encore, les enfants qui ont été vraiment surprotégés, surétouffés avec des parents hyper rigides et contrôlants, c'est pareil, on peut arriver à l'âge adulte et se dire, j'ai pas été aimé comme j'aurais eu besoin. En fait, un enfant qui n'a pas été suffisamment aimé, c'était un peu le titre générique pour prendre en compte toutes les personnes auxquelles on n'a pas répondu à tous leurs besoins durant leur enfance. Les besoins psycho-affectifs, les besoins de base. Il y a énormément d'enfants qui sont dans ce cas-là pour moult raisons et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout, on va voir comment on peut, même si on est dans cette catégorie-là, nous, être des parents qui sont suffisamment bon, pour reprendre en termes de la psychologie de Winnicott, mais voilà, d'être ni trop peu, mais d'avoir vraiment cette posture parentale qu'on peut incarner. On n'a pas besoin d'être tout le temps dans la culpabilité, on n'a pas besoin d'être dans la honte de ce qui s'est passé, dans la « mon Dieu, mais je ne sais pas faire parce que moi-même, je n'ai pas eu des parents super attentifs à mes besoins ». Si, on a quand même nos ressources et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et l'autre question que j'avais, c'est ce suffisamment, justement. Je suppose qu'il n'est pas commun à tout le monde. On n'a pas tous les mêmes besoins. Oui, voilà, c'est vraiment une super question. C'est vraiment la jauge, c'est chacun. Mais en fait, c'est à chacun de sentir. Quand on grandit, quand on arrive à l'âge adulte et qu'on se dit, mais tiens, c'est bizarre parce que... voilà, si par exemple je te pose la question, est-ce que si ta mère arrive, si ta maman arrive, est-ce que tu es capable de la prendre dans les bras? Il y a plein de gens qui vont dire comment ça dans les bras? Mais pourquoi je la prendrais dans les bras? C'est pas son anniversaire aujourd'hui. Et là tu te dis tiens, il y a un petit truc, un petit quick, un petit couac. Des fois, c'est pas grand-chose. C'est, tu sais, tout ce qui est de l'ordre du relationnel et surtout par rapport à la petite enfance, c'est très complexe. Donc, en fait, ça vient vraiment interroger les systèmes d'attachement. Moi, en tant qu'enfant, quand je dis moi, c'est n'importe qui, c'est tout le monde. On a des besoins, on a besoin qu'on s'occupe de nous et donc, on va développer tout un système comme ça on va faire du charme aux parents, aux gens qui sont autour de nous pour qu'ils s'occupent de nous, parce que l'espèce humaine, c'est l'espèce la plus dépendante qui existe sur la planète, parce que les animaux, très vite, ils arrivent, quelques heures après la naissance, ils se mettent sur les quatre pattes et puis ils font leur vie. Nous, clairement, si on ne donne pas la motivation à nos parents de nous aimer suffisamment pour s'occuper de nous, pour nous nourrir, pour nous changer, pour nous soigner, pour tout ça, on meurt. Voilà, tout simplement. Et cette histoire de motivation, justement, parce que tu dis on fait le charme, etc., c'est que ça va même plus loin. C'est que en tant qu'enfant, nous, ce qu'on veut, c'est que nos besoins soient remplis. Donc, si justement cette histoire de charme ne fonctionne pas, un enfant est même prêt à réagir mal, à se faire voir en hurlant, en faisant des crises. Tout ce qu'il veut, c'est avoir l'attention du parent. Alors, s'il n'a pas son attention en faisant son charme, il préfère avoir une frite froide que de ne pas avoir de frite du tout, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est même plus encore, je vais encore plus loin que ce que tu dis, c'est même pas ce qu'il a envie, c'est ce dont il a besoin. Donc, en fait, il meurt s'il n'a pas l'attention de ses parents ou en tout cas des figures qui sont là, parce que parfois, ce n'est pas les parents, parfois, c'est des éducateurs, c'est tout un ensemble de personnes. Mais si les adultes qui sont censés s'occuper de lui à la petite enfance ne le font pas, cet enfant-là meurt. Donc, son cerveau, il est programmé pour une chose, c'est d'avoir cette attention, sinon il meurt. Et ce cerveau, c'est le même cerveau qu'on emmène avec nous à l'âge adulte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après l'enfance un peu chaotique, on est dans des situations où on se dit « Non, mais moi, j'ai tout réglé, c'est bon, tout va bien, je suis un adulte posé. » Et quelquefois, pouf, submergé d'émotions. Pourquoi? Tiens, c'est bizarre, pourquoi j'ai eu cette émotion? Ou bien, on peut avoir aussi des réactions qu'on ne contrôle pas, tu sais, on est déclenché par un mot, par même une couleur, par une situation. Le cerveau se met en branle très rapidement parce que lui, justement, pour un certain nombre de cas,
il n'a pas compris que l'enfance c'était fini. Donc il est toujours en train de jouer son truc de faut que je me fasse aimer, faut que mes besoins soient remplis, et donc faut que je sois en hyper vigilance, et donc. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie du trauma. Alors, beaucoup de gens disent que tout le monde est traumatisé à un certain niveau, tout le monde a ses traumas, parce que même si tu y réfléchis, la naissance déjà, c'est un premier traumatisme, parce que c'est une séparation avec le milieu où tu étais jusque-là. Donc chacun porte ses traumas, et moi, mon message, surtout à la fin de cette heure, ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est qu'il n'y a pas de course à la souffrance. Et il ne faut jamais se dire, non, mais je ne souffre pas assez pour demander de l'aide ou pour demander un accompagnement. À partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une infime portion de souffrance à l'intérieur, on a le droit de se faire accompagner, de se faire aider, on a le droit de l'exprimer, cette souffrance. On est légitime. Oui, moi, je trouve que c'est encore... Pardon, et je trouve que c'est encore plus commun pour nous, les mamans. Et c'est vrai que ça, c'est une thématique qu'on va avoir tout à l'heure à 20h. C'est qu'on est même, à force de se dire ça, on attend d'arriver au burn-out ou même pire, à la dépression. Et une fois qu'on arrive là-dedans, c'est encore plus difficile au final de s'en sortir. C'est pas impossible, mais c'est encore plus difficile. Donc, plutôt que de vouloir vraiment tirer sur la corde, tirer, jusqu'au moment où la vie, où notre corps va nous le rappeler, vaut mieux prendre les devants et oser justement, comme je le disais tout à l'heure, participer à des expériences comme le sommet, se mettre en connexion avec la communauté comme dans le groupe, au lieu de partager ensemble, de s'ouvrir et de dire, voilà, moi, là, ça va pas, et de voir qu'on n'est pas seul et de voir qu'il y a des solutions et que finalement, moi, j'ai vu ça, mais si je prends du recul, maintenant, après avoir discuté avec la personne, je vois bien que mon problème, il n'est pas si gros que ça au final. Au lieu de prendre les devants et d'avoir un petit problème finalement, on se retrouve avec un problème mais énorme et avoir encore plus de charge pour pouvoir s'en sortir en fait. Ouais. Et moi, je trouve, tu vois, Coraline, qu'il n'y a pas de petits problèmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça t'affecte, où ça t'impacte même dans ton quotidien, où tu vois, où tu as des souvenirs à chaque fois, des réminiscences, voire des cauchemars, des choses comme ça, qui, à chaque fois que tu te trouves dans cette situation, tu essaies d'éviter tout ça, et il n'y a pas de petite souffrance. Chaque souffrance, elle est légitime à être exposée et être, considérée comme... Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'alléger un peu? Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour même la guérir et la dépasser? Et tu vois, par exemple, moi, dans mes clientes, j'ai par exemple quelqu'un qui me dit, mais tu sais, Déborah, moi, j'ai eu une super enfance, mes parents étaient hyper présents, etc. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'au contraire, ces parents-là, en fait, par rapport à une thématique qui est le sport de haut niveau, elle a été beaucoup challengée, tellement challengée qu'elle avait compris inconsciemment, son cerveau d'enfant avait réuni le fait de plaire à papa, à maman, c'est être la meilleure en gymnastique. Et tu vois, ça, après, ça donne plein de problématiques différentes, mais à l'âge adulte, en fait, elle a plein de choses. Alors, burn-out, parce que bien sûr, j'ai toujours, encore maintenant, dans ma vie de maintenant, envie de faire, de donner mon maximum, d'en faire toujours plus, de faire toujours plus que ce qui est attendu pour justement, dans mon cerveau d'enfant, continuer de plaire à papa et à maman, ou en tout cas, avoir les faveurs des chefs, etc., et me sentir légitime, parce que si je ne suis pas la première, je suis plus légitime. Donc, en fait, burn-out, etc. Donc, après, elle arrive chez moi et je lui dis, mais oui, mais c'est aussi une forme de souffrance de l'enfance. Ok, tes parents, ils étaient présents par rapport à d'autres clientes que je peux avoir, où il y a un papa alcoolique qui n'était pas là, ou une maman schizophrène, ou que sais-je, plein de problématiques pures et dures. Mais tu sais, même quand on arrive, par exemple, on vit 3 ans, 5 ans, 6 ans avec papa, maman, et un beau jour, un petit frère, une petite sœur arrivent. Et là, les parents, changent de focus. Rien que ça nourrit une certaine forme de souffrance. Alors, c'est une frustration. La frustration, bien sûr, elle est nécessaire dans la vie, et c'est aussi beaucoup de joie et de bonheur d'avoir un petit frère, une petite sœur. Mais, tu vois, c'est aussi un peu de... Mais pourquoi ils ont fait un deuxième enfant? Ils m'aiment pas assez, je suis pas assez bien. Je les comble pas, mais pourquoi est-ce qu'ils s'occupent plus de ce petit frère ou de cette petite sœur? En plus, elle pleure tout le temps, c'est un peu nul, quoi. Pourquoi j'existe plus? Et du coup, tout ça, c'est pas forcément parlé, parce qu'on dit non, mais ça, c'est des trucs d'enfance, et voilà. Et il y a quand même quelque chose de l'ordre de
tiens, quand tu regardes comment ça se passe dans ta fratrie, voilà, tu es adulte, mais ça va bien avec ta sœur? Ouais, bon, moi je la vois, mieux je me porte. Tiens, c'est étrange, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que voilà, donc il y a plein de choses. Après, tout ce qui découle sur la dépendance affective, etc., ça vient aussi de là, de nos premiers liens d'attachement. Et je trouve que la problématique qu'on pose aujourd'hui par rapport à comment on fait quand on est parent, du coup, c'est aussi, c'est quand on est parent, du coup, on se retrouve coincé. On a au-dessus de nous, on a nos propres parents à qui on a voulu plaire, mais la situation, la relation, elle n'a pas toujours été peut-être idyllique et du coup, on a formé certaines blessures qu'on a pris soin de bien garder à l'intérieur et de bien se trimballer tout le long de la vie parce que c'est pas assez important pour que j'aille en parler à quelqu'un et que je règle le truc. Et tout à coup, on est parent et on se dit, mais moi, il faut que je sois une maman. Mais c'est quoi mes images de maman? C'est quoi mes modèles de maman? Ah ouais, mais c'est ma maman qui était jamais là. Ou ma maman qui n'était pas toujours... qui pleurait beaucoup parce qu'elle était dépressive, peut-être. Ou voilà. Il y a toutes sortes de mamans. Et du coup, on se dit, mais tiens, moi, maintenant, j'ai un enfant. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas de modèle, en fait, parce que j'ai peut-être pas été aimée comme j'en aurais eu besoin. Et du coup, là, j'ai un être qui a aussi des besoins. Et comment je m'assure que je sais y répondre, puisque moi-même, on n'a pas répondu à mes besoins. C'est tout un... Au final, au lieu d'avoir justement ce modèle et de se dire, bah, moi, je veux faire ça, on se dit, bah, moi, ça, je veux pas, il m'a manqué ça. Ouais, exactement. Et c'est un petit peu là où je veux vous emmener avec la présentation qu'on va peut-être démarrer là dans quelques instants. Mais parce que souvent on me dit ouais mais moi j'ai pas eu cet amour donc je sais pas faire. Et je renvoie aux gens qui ont ce discours des choses comme je pense que justement parce que tu l'as pas eu, tu sais faire. Parce qu'on arrive, nous, on a encore notre enfant intérieur qui a ses blessures, qui a ses souffrances, qui est toujours plus ou moins en insécurité, qui se demande toujours qu'est-ce qui va se passer là, est-ce qu'on va continuer de m'aimer, qu'est-ce que je dois faire pour voilà. Et en fait, cet enfant-là, on peut tout le temps lui demander conseil. On peut tout le temps voir de quoi il a souffert. Ah, ok, tu as souffert parce que, je sais pas, quand tes parents, quand ils te demandaient de faire quelque chose, ils le demandaient soit à demi-mot, soit avec un jargon, un vocabulaire d'adulte que tu comprenais pas. Donc moi, je sais que maintenant, avec mes enfants, mes consignes, quand je leur demande de faire quelque chose, j'essaie d'être claire. Tu vois, pour rien qu'ils comprennent juste ça, parce que mes parents se sont pas rendus compte qu'ils me parlaient, ou ils attendaient des choses, ils avaient des attentes et ils me faisaient pas forcément des demandes en bonne et due forme. Donc je devais toujours un peu deviner, mais attends, elle veut que je fasse quoi? Elle attend quoi de moi? Je dois mettre la table, maintenant c'est l'heure, voilà, mais c'est pas vraiment dit, mais en même temps si je le fais pas, je vais la décevoir. Maintenant, je sais que j'ai nourri du coup une façon de faire avec mes enfants où je m'astreins à les consignes, je les formule de façon claire, comme ça ils ne sont pas en insécurité. Et voilà, parce que je sais que c'est ça qui m'a manqué. Et voilà, des exemples comme ça, il y en a plein, là, c'est sur la consigne, mais il y a plein de choses qu'on retire du fait que nous, on a eu des besoins pas comblés. Et je pense que du coup, on est les meilleures personnes pour du coup, savoir de quoi a besoin notre enfant et y répondre de façon adéquate. Parce qu'on donc en soi, il faut vraiment beaucoup de questions. Ouais, en soi, au final, il faut vraiment prendre confiance en soi, oser rentrer un petit peu dans ce vécu qu'on a eu, oser se poser des questions, qu'est-ce qui m'a manqué, etc. Et de toute façon, c'est ce qu'on va appeler l'intuition. On va sentir que exactement. Finalement, c'est ça en fait qu'il faut. Ouais. Je lance le petit partage si tu veux bien. Je l'attends, je le rajoute. Alors, je pense que c'est... je vois qu'il y a Pascaline aussi. Coucou Pascaline. Ça va les filles? Du coup, voilà, je l'ai, ça y est. Excusez-moi, j'ai mis un petit peu de temps. Et du coup, est-ce que vous le voyez? Alors, ça devrait être bon. On va voir si on a... Ah moi, je le vois. Tu le vois donc, et tu m'entends? Ouais, je le vois et je t'entends. Par contre, je le vois comme nous, on le voit. Donc, je ne sais pas si tu peux l'agrandir un petit peu, peut-être. Ah, ok. Chez moi, il prend toute la... Alors, moi, non. Et sur mon téléphone, je suis
aussi sur YouTube et je le vois en petit. Après, c'est pas dérangeant. Hein. En petit, ok. Bon, de toute façon, je vais relire. Je vais lire parce que là, moi, chez moi, il est en plein écran et je suis surprise du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Attends, je regarde juste vite, fait rapido si j'ai pas une manipulation autre à faire, peut-être. Bah là, en bas à droite de cette page-là, je pense que tu peux. Est-ce que là, c'est mieux? J'ai l'impression, ouais. Ah. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Après, ouais, non, moi, ça me dérange pas. Hein. Ok, bah écoute, on va tester comme ça. Donc, il y a Christine qui dit le mettre en mode présentation. Oui, c'est ce que j'ai fait maintenant. Normalement, il est en présentation maintenant. Ça n'a pas bougé du coup pour vous? Ah, là, c'est un peu plus grand, non? Moi, je crois peut-être que le commentaire datait de avant ma manip. Ouais, je l'ai mis en. Ça va, merci. C'est bon. Allez, let's go, c'est parti. Yes. Donc, être parent quand on n'a pas été un enfant suffisamment aimé. Donc là, je me suis présentée tout à l'heure. Voilà, pour dire que effectivement, je suis dans les métiers de l'accompagnement de l'humain depuis 2004. Donc ça date un petit peu. J'ai eu plusieurs métiers, mais toujours reliés voilà, à l'humain et à l'accompagnement, au bien-être en fait, au fait d'accompagner les gens à vivre leur vie, quoi, et pas à vivre un semblant de vie. Donc, je suis passionnée effectivement par la psychologie et la thérapie, et donc je me spécialise maintenant dans l'accompagnement des traumas complexes et maman du coup de 3, comme je le disais, 3 enfants. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est d'être parent quand on n'a pas été suffisamment aimé. Donc c'est quoi être suffisamment aimé? On va revenir un petit peu là-dessus et comment on se sent en fait quand on est un adulte qui n'a pas été suffisamment aimé, parce que il y a des gens qui se posent la question pour qui c'est très clair et qui se disent moi effectivement je sens que petite peut-être il y avait vraiment des dysfonctionnements dans la famille, à cause de choses dont j'ai déjà pu parler, que ce soit de la maladie des parents ou du fait qu'ils n'étaient pas forcément focus sur leur rôle de parent, leur posture de parent. Mais ça peut être aussi, il peut y avoir aussi parmi les gens qui nous écoutent, des enfants qui ont été victimes de maltraitance, voire de négligence. Le fait de ne pas s'occuper d'un enfant, de le laisser H24 dans sa chambre, de le renvoyer un peu, lui donner à manger, mais juste, ne jamais avoir l'intérêt de tiens, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent. C'est une forme de maltraitance aussi qu'on appelle la négligence. Et on est aussi, peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des personnes qui ont vécu ça aussi. Alors, on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est foutu? Spoiler alerte, non. Et du coup, les enjeux de la prise de conscience et pourquoi aujourd'hui, moi, je travaille un peu sur ces thématiques et pourquoi je crois que c'est hyper important que notre génération, elle prenne conscience que on peut faire mieux dans la bienveillance, dans la bientraitance, et qu'on est là aussi pour, j'allais dire, nettoyer, entre guillemets, nos arbres transgénérationnels. Ok, peut-être que nos parents ont fait comme ça, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient, avec ce qu'eux-mêmes avaient comme modèle aussi parentaux derrière, et à nous peut-être de nous positionner, de changer certaines choses, certaines formes de choses en répondant peut-être différemment aux besoins de nos enfants, ou en tout cas en nous en préoccupant différemment. Alors, je voulais commencer un peu cette intervention sur une petite citation que je trouve super sympa et très à propos, une citation de Gandhi. Le futur dépend de ce que nous faisons au présent. Et ça, c'est toujours. C'est-à-dire que plus on avance, et ça reste encore le cas. C'est-à-dire que le futur, on ne peut pas juste dire « Ouais, mais mon passé, il est pourri parce que j'avais un père alcoolique et puis une maman dépressive, donc voilà, c'est foutu. » Non, c'est toujours aujourd'hui qu'on est en train de préparer le présent. On a longtemps dit pour les enfants, tout se joue avant 6 ans, voire tout se joue avant 3 ans et après, c'est fait. Et aujourd'hui, on sait que c'est faux, tout ça. C'était des conceptions qu'on avait à un moment donné. Mais aujourd'hui, avec les neurosciences, l'épigénétique, on sait que le cerveau, il est tout le temps en train de se malléabiliser, j'allais dire, un peu comme une pâte à modeler. Bien sûr, c'est plus complexe que ça, mais l'image, c'est un peu ça par rapport aux situations qu'on vit, aux choix qu'on fait aujourd'hui, et que il n'y a rien qui nous définit. C'est-à-dire que
définitivement, dans le sens, voilà, c'est définitif, machin. Il n'y a rien qui nous définit une fois pour toutes. Et aujourd'hui, je peux très bien, par des choix d'orientation professionnelle, personnelle, etc., changer la donne sur un certain nombre de choses. Et donc, je voulais rappeler cette phrase de Gandhi, le futur dépend de ce que nous faisons au présent. Alors, Coraline, tu me dis si je vais trop vite ou s'il y a des questions, ce genre de choses. Hein. Oui, t'en fais pas. Non, c'est parfait. Je me permettrai de te couper si besoin. Donc, à quoi ça peut ressembler finalement? On en a déjà un petit peu parlé, on l'a déjà un peu évoqué, mais être ou ne pas être suffisamment aimé lorsqu'on est enfant, c'est quoi? Eh bien, quand on est suffisamment aimé, c'est-à-dire qu'on est suffisamment réconforté, c'est-à-dire qu'on n'entend pas forcément tout le temps, ça peut arriver parfois, mais on n'entend pas forcément tout le temps « Oh, mais tu vas pas pleurer pour ça, ça va » ou voilà, ce genre de choses. Moi, j'ai des ados maintenant, tu vois, si je m'amusais à leur dire quand leur petit chéri les quitte « Oh, un perdu, 10 de retrouver », tu vois. Ça, c'est pour moi pas suffisamment réconforté. Donc, suffisamment réconforté, c'est voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément toujours trouvé les mots comme parent, mais qui a montré qu'il était là. Ok, voilà, c'est un papa, une maman qui est présent pour son enfant, à lui dire, bon là, je sais que ce qui t'arrive, tu le prends à cœur et c'est dur pour moi de te voir dans l'émotion, mais sache que je suis là, donc si tu as besoin, tu peux venir, on peut soit en parler, soit aller faire une balade, tu n'es pas tout seul. C'est ça, être suffisamment en fait, en soi, c'est pas juger la personne ou donner son avis, mais c'est vraiment être présente pour elle et s'intéresser à ce qu'il ressent et s'intéresser aussi et lui montrer tout du moins qu'on comprend, qu'on a de la compassion pour lui. En fait, l'enfant va pas, n'importe qui en soi, ne cherche pas à ce qu'on lui remonte le moral ou quoi aux caisses, il cherche à ce qu'on s'intéresse à lui et qu'on comprenne sa douleur. Et les enfants, c'est pareil. Et des fois, en tant que parent, on est démunis dans la souffrance d'un enfant. Je reprends mon exemple, mais c'est vrai qu'un chagrin d'amour ou un chagrin d'amitié. Moi, j'ai ma fille de 14 ans. L'année dernière, elle s'est fâchée avec sa meilleure amie qu'elle avait depuis l'enfance, mais elle en était malade. Elle a pleuré durant des jours. Donc, bien sûr qu'on se sent démunis. Mais voilà, moi, je ne peux pas changer les choses. Ok, vous vous êtes brouillé. Elle ne veut plus entendre parler de toi. Voilà. Mais en tous les cas, je suis là. Et puis, si tu as besoin de pleurer, tu sais quoi, tu pleures. Voilà. Je suis pas dans ton cas. Moi-même, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu des choses aussi fortes amicalement. Mais je peux, comme je vois que ça t'affecte, c'est pas du chiquet. Et je suis là et je réceptionne. Je peux rien faire de plus peut-être, mais au moins, je suis là pour réceptionner. Et tu es pas seul, quoi. C'est vraiment ça. C'est même la ligne suivante, le fait de dire un enfant suffisamment aimé, c'est un enfant qui est suffisamment sécurisé aussi. Et on le sent quand un enfant est sécurisé, il est tranquille et il est en train de jouer. Au contraire d'un enfant qui serait un peu sur la défensive, à écouter les bruits. Tiens, papa rentre, j'ai entendu la portière. Comment ça va se passer avec maman? Tu vois. Tu sens quand quelqu'un est sécurisé, qu'il est vraiment dans son élément, dans son petit aquarium, etc. Donc, un enfant suffisamment aimé, c'est un enfant aussi qu'on sécurise. Et sécuriser, ça peut passer par tout simplement prévenir de ce qui va se passer. Tiens, cet après-midi, on a un rendez-vous médical. Je sais que ça te perturbe et que ça te fait peur, mais je te préviens en avance. Moi, je connais des parents qui disent « Ah non, moi, je ne lui dis pas jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte. » T'imagines, on te met dans la voiture, on t'amène et on t'emmène chez le médecin qui va faire une piqûre. Mais non, moi en tant qu'adulte, j'aime pas ce genre de mauvaise surprise. Donc effectivement, moi, je disais, j'ai un petit garçon, HPI, donc il est très dans l'émotion. Et il a ses peurs, etc. Et je sais très bien que si je lui dis la semaine prochaine ou demain, on a rendez-vous chez le dentiste, il va se mettre à stresser. Mais pour moi, c'est pas pour le faire stresser que je lui dis, c'est pour qu'on puisse se préparer, pour que je puisse l'aider à se préparer. Et il n'est pas question de le mettre devant le fait accompli, de on est devant et puis advienne que pourra, parce que là, c'est l'effondrement total, quoi. Et c'est aussi nourrir la confiance. L'enfant, il doit pouvoir me faire confiance moi, si j'ai des infos en avance, je lui transmets. Évidemment, il y a des choses
qui lui passe au-dessus. Mon rendez-vous, moi, à la banque, il n'a pas besoin de savoir que j'ai rendez-vous à la banque, quoi. Ça ne le concerne pas. Par contre, les choses qui le concernent, je mets un minimum de cadre sécurisant pour dire, bah tiens, il va se passer ça, ou alors, bah tiens, c'est le jour où papa vient te chercher, où il y a encore tant et tant de nuit avant que tu partes en vacances. Voilà. Les choses, les événements, les éléments se préparent, et surtout par rapport à la notion du temps, on sait que pour les enfants, c'est hyper important, mais on sécurise en mettant des petites balises, en fait, pour que l'enfant il ait ses repères. En fait, sécuriser, c'est donner un enfant, enfin, proposer à un enfant d'avoir vraiment les repères qui lui permettent justement après de penser à autre chose et d'aller jouer, et puis de se sortir tout ça de la tête, quoi. Un enfant suffisamment respecté, ben, c'est un enfant, voilà, on l'a un petit peu dit, c'est tout ça, c'est de prendre en compte le fait que, ben ouais, il a ses propres émotions. Des fois, elles ne ressemblent pas du tout aux miennes. Des fois, mes enfants ont des questions ou des peurs ou des projections qui ne sont pas du tout les miennes, que je ne peux pas du tout comprendre. Je me dis, mais tiens, elle est vraiment bizarre. Comment c'est dans son cerveau? Comment c'est rangé? Parce que je ne comprends rien. Bah oui, bah c'est comme ça, j'y comprends rien, je ne suis pas du tout pareil. Et pour autant, je peux respecter mon enfant comme je respecterais un autre adulte. Bien sûr, je ne me conduis pas avec mon enfant comme avec un autre adulte, c'est-à-dire qu'il n'a pas les responsabilités des autres adultes, il a, voilà, il y a des choses que je ne vais pas lui fournir je ne sais pas, d'explications sur un certain nombre de choses qui me sont intimes et personnelles. Mais par contre, les choses effectivement qui le concernent, j'essaie vraiment de faire en sorte de me dire, mais voilà, je respecte mon enfant. C'est pas parce qu'il est plus petit en taille que soi-disant il comprend moins de choses que je dois mal lui parler ou bien m'énerver avec lui. Je me demande tout le temps, quand il se passe un truc à la maison, moi je me demande tout le temps, mais tiens, là tu lui as répondu de telle manière, est-ce que pour la même question demandée par un adulte, est-ce que j'aurais répondu sur le même ton? Si ça avait été, je ne sais pas, voilà, quelqu'un, un ami, une amie, un adulte, est-ce que j'aurais répondu sur le même ton? Est-ce que j'aurais dit, ben, si c'est non, j'aurais répondu beaucoup plus gentiment, poliment, etc. Je me pose des questions. Je me dis, tiens, là, je suis un peu énervée après mes enfants, il va falloir que je vois pourquoi et que j'essaie de travailler un petit peu là-dessus. Ouais, les explications, c'est ce que je disais avant. Les enfants ont besoin d'explications et bah, des fois, il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre parce que je n'ai pas l'explication et je ne sais pas ce qui va se passer moi-même et peut-être moi-même, j'ai un stress. Mais qu'est-ce qui m'empêche de dire, bah écoute, là, franchement, je suis comme toi, je ne sais pas. Mais de toute façon, on va trouver une solution. Quand le cas se présentera, quoi qu'il se passe, on trouvera une solution. Là, pour l'instant, je ne sais pas laquelle encore, mais voilà. Un enfant qui a été suffisamment aimé, c'est donc un enfant qui est contenu, qui est soutenu. On parlait de réconforter, mais c'est vraiment un enfant qui sent qu'il y a quelqu'un. C'est-à-dire qu'on le voit dans les parcs, les enfants qui sont sécurisés, ils vont jouer, puis de temps en temps, ils regardent où est-ce qu'elle est maman. Voilà. Et puis dès qu'ils ont l'impression que maman, elle est plus attentive parce que, je sais pas, il y a une copine qui arrive ou alors elle est sur son téléphone, ils viennent, en fait, physiquement, ils se rapprochent, tu vois, pour dire coucou, t'oublies pas que je suis là, maman, hein, c'est bon. Et puis quand ils ont l'impression que ça y est, ils ont de nouveau l'attention et la surveillance, comme quoi, par exemple, s'ils se font mal, bah, il y a quelqu'un qui sera là pour sortir le petit mouchoir pour nettoyer la plaie ou voilà, et ben, ils repartent. Et puis des fois, tu les vois, ils font pas du tout gaffe à toi, mais là, tu peux te dire, ils se sentent en sécurité parce que j'ai fait mon job. Les besoins assouvis, ce sont les besoins de base, bien sûr, les besoins d'être correctement nourri, correctement soigné, écouté. Voilà. Après, je peux aussi vous renvoyer vers la fameuse pyramide de Maslow. Je voulais pas la remettre là parce qu'on en parle beaucoup tout le temps, mais c'est vraiment une pyramide qui est chouette parce qu'elle indique bien quels sont les besoins, quels sont les besoins dans la hiérarchie, et de se dire qu'en fait, si tout en bas déjà, on n'a pas les besoins de base, avoir assez à manger, être bien couvert l'hiver, ou bien aéré, j'allais dire, l'été, enfin, avoir à boire, suffisamment dormir, etc., eh ben, on ne peut pas aller chercher les besoins suivants qui vont être plus de l'ordre justement de l'appartenance, d'aller être avec les autres correctement. Voilà. Les enfants qui ne se mêlent pas aussi aux autres groupes de pairs, c'est parfois parce qu'ils sont assez insécurisés à l'intérieur et voilà, ça donne un peu le sens du travail. Rassurer aussi par rapport à sa valeur. Moi, j'ai énormément d'adultes qui ont l'impression aujourd'hui
qu'elles et qu'ils n'ont pas de valeur, c'est-à-dire ils sont nuls, ouais mais ça j'y arrive jamais, avec une estime personnelle qui est complètement mais foireuse. Et quand tu creuses un petit peu, ben, le papa et la maman n'a jamais dit des phrases comme waouh, bah là tu peux être fier de toi, ou ça c'est réussi, là, bon travail, voilà. Parce que c'était peut-être des parents qui étaient plus dans la compétition et qui avaient envie que l'enfant cherche toujours encore plus et encore mieux. Alors c'est pas qu'ils n'aimaient pas l'enfant, hein, encore une fois, c'est pas forcément que le parent n'aime pas l'enfant, mais l'enfant se sent pas forcément aimé comme il voudrait. Et au contraire, je pense que beaucoup de parents montrent à leur enfant qu'ils l'aiment en le poussant et en le stimulant. Je prenais tout à l'heure l'exemple de cette femme qui a fait de la gymnastique de haut niveau et qui était toujours challengée, etc. Ben, elle n'a jamais vraiment réussi à se satisfaire parce que même quand elle était première de la compète, les parents, ils étaient déjà à la compète suivante. Ah, la semaine prochaine, on est à Nancy parce qu'il y a tel niveau, etc. Il n'y avait jamais le waouh, tu peux être fier de toi, bravo. Donc, moi, je suis d'avis que même les petites victoires des enfants, je sais pas, la première fois qu'ils font leur lacet, la première fois que des petites choses, ouais, regarde, aujourd'hui, j'ai rangé ma chambre, mais waouh, c'est la fête, super, tu peux être fier de toi. Voilà, tu as de la valeur, tu sais faire des choses, tu les fais bien. Voilà, ça a tellement pas de prix, ça, après, dans l'âge adulte, que encourageons nos enfants, rassurons-les sur leurs valeurs. Ils viennent, voilà, ils ont colorié, ils arrivent. Ouais, maman, regarde, j'ai dépassé, parce que c'est terrible. Hein, ils se mettent une pression eux-mêmes. Après, ils sont tellement des éponges que voilà, ils vont venir aspirer cette demande constante, et puis ils vont venir dire, ouais, maman, regarde, j'ai dépassé. Puis, mais t'as pris une couleur magnifique, t'as choisi juste la couleur parfaite. Alors là, j'aurais pas trouvé mieux. Il est magnifique, ce dessin, et c'est ah ouais, mais il est quand même bien. Je suis quand même satisfaisante, même si j'ai un peu dépassé. Mais bien sûr, tu crois que moi, dans ma vie d'adulte, alors je fais peut-être moins de coloriage, mais dans les choses que je fais, je dépasse tout le temps, en fait, constamment. Voilà, il faut vraiment rassurer les enfants et puis les entourer juste assez. Et à côté, j'ai fait ce qui était insuffisamment aimé insuffisamment, ou en tout cas un enfant qui se sentirait insuffisamment aimé. C'est un enfant qui est trop souvent seul, ou au contraire pas assez seul, parce que il a peut-être des frères et sœurs, il doit partager sa chambre, papa, maman lui confie toujours la mission de s'occuper des autres, ou peut-être des responsabilités qui sont peut-être pas tout à fait de son âge aussi. Alors bien sûr, en pensant peut-être bien faire, hein, mais sauf qu'il y a un temps pour tout. Les enfants qui ont été blessés par des paroles ou absence de paroles, parce qu'on peut blesser par les mots, mais on peut aussi blesser par le silence. Un enfant qui vient avec son cadeau de la fête des mères, qui le tend à sa maman, et puis sa maman ne prend même pas le temps de regarder parce que c'est pas le jour, parce qu'elle n'a pas eu sa dose, parce que je sais pas, plein de choses. Voilà, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de waouh, merci, ce qu'on disait avant, c'est un trou en fait qui se creuse dans le cœur de l'enfant, et ça, c'est dur à réparer. Blessé par des actes ou absence d'actes. Alors quand je dis des actes, effectivement, il faut quand même qu'on parle de ces enfants qui ont été maltraités, violentés. Alors dans le temps, on disait la fessée, c'est pas grave, machin. Mais est-ce que, voilà, comment on a grandi? Est-ce que pour nous, vraiment, c'était pas grave de se faire humilier en se faisant frapper devant tout le monde, peut-être? Voilà, il y a des choses qui restent, qui ont marqué. Alors oui, c'était peut-être les procédés de ces générations-là, mais néanmoins, il y a peut-être mieux à faire. Et en tout cas, je peux déjà écouter que, non, moi, ça m'a pas paru terrible d'être frappée devant mes copains, mes copines, parce que j'avais fait, soi-disant, une bêtise ou pas fait attention à ceci, cela. L'absence d'actes aussi, les actes symboliques tels que prendre mon enfant dans les bras. Il y a des parents qui ne sont pas très tactiles, je sais bien, mais on peut toujours dévier, on peut toujours mettre de la symbolique dans d'autres gestes. C'est pas forcément prendre dans les bras si on n'aime pas ça, mais ça peut être, je sais pas, de partager un moment, enfin regarder juste son enfant dans les yeux, se faire un clin d'œil à un moment donné. C'est des petites choses qui font que l'enfant se dit, mon parent, il est là, il me regarde, comme on disait tout à l'heure, j'ai de la valeur, il me voit, je suis important. Et à partir de là, un enfant sécurisé, en fait, ensuite, il peut tout traverser. Même
un enfant qui est sécurisé, il va pouvoir traverser le divorce de ses parents, il va pouvoir traverser le deuil, la mort de ses grands-parents, de son animal de compagnie. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas avoir de tristesse, de chagrin ou de colère ou d'émotions inconfortables, mais il va être capable de les traverser. Au contraire d'un enfant qui n'est pas sécurisé, où il va toujours, même en tant qu'adulte, avoir l'impression que tout change tout le temps, qu'il n'a pas de maîtrise, qu'il risque de se faire renvoyer de son poste, il risque la rupture, il risque l'accident, il risque toujours quelque chose. Un enfant sécurisé, il a les mêmes risques que les autres, mais en tous les cas, il est plus apaisé au niveau de son système nerveux. Donc, fatalement, il fait les choses différemment, il vit les choses différemment et il est plus apaisé, quoi, plus heureux, plus épanoui. Oui, au final, si l'enfant est sécurisé, il va savoir que ça ne remet pas en question sa vie, alors que s'il est plus dans l'insécurité, il va tout de suite voir les peurs de. Ouais, c'est vraiment focus sur le manque ou sur. Ouais, exactement. Tu as hyper bien synthétisé. Il va être focus sur le manque, sur l'insécurité, sur les peurs d'eux. Il va même prendre les peurs des autres. Il va avoir peur pour les autres à leur place. Et ouais, c'est compliqué. On voit beaucoup des adultes, des femmes qui sont beaucoup dans l'hypervigilance, qui ont besoin. Tu sais, le besoin, quand on dit oui, les femmes, elles ont toujours besoin de tout contrôler et tout ça. Mais pourquoi, en fait, il faut se demander pourquoi ça vient d'où. On ne s'est pas dit un matin, tiens, moi, je vais prendre toute la charge mentale pour moi, trop bien, je suis trop contente. Non, c'est parce que peut-être, petite, on a eu des expériences de vie qui nous ont amené, qui ont amené notre cerveau à penser, fais bien attention à tout, parce que si tu valides tout bien, eh ben, tes parents, ils vont être contents, ils n'auront pas besoin de s'énerver contre toi, en plus de leurs propres problématiques. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Donc, les enfants aussi qui ont été, tu sais, témoins de situations qui ne sont pas appropriées, c'est-à-dire témoins de disputes. Alors, bien sûr que ça arrive de se disputer avec son conjoint et malheureusement, l'enfant, il entend l'objet du conflit, il entend un peu les mots échangés. Il y a conflit et conflit, il y a dispute et dispute. Il y a des familles où c'est la norme de se disputer tout le temps. On ne sait pas se parler sans se disputer. On s'envoie les pires gros mots à la figure tout le temps, et l'enfant, il est tout le temps là, dans son insécurité, dans sa loyauté envers chacun des protagonistes, à se dire, j'espère que lui ne va pas faire du mal à elle, et qu'elle ne va pas faire du... Donc, il ne sait pas comment se positionner, il ne peut bien sûr pas intervenir. Bon, des fois, il tente d'attirer l'attention, de déjouer le truc, mais voilà, c'est peine perdue face à des adultes qui sont dans une colère ou dans des émotions, il y a des choses très dérégulées au niveau de leur système nerveux. Mais voilà, un enfant qui est témoin de situations non appropriées, de ce genre-là, les disputes, bon après bien sûr les scènes érotiques, etc. Voilà, je ne m'attarde même pas dessus parce que tellement ça coule de source, mais c'est un enfant qui va garder des blessures et qui va avoir du mal après à se dire mais comment je suis adulte, comment est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est sain, malsain. Il y a toujours ce questionnement, est-ce que ce que j'ai vécu c'était sain ou malsain finalement. Voilà, un enfant qui n'est pas cadré ou mal cadré ou trop cadré, parce que les deux extrêmes, ça va faire du mal. C'est soit si on est trop rigide, l'enfant on dit symboliquement qu'il est castré, voilà, il ne peut rien faire, donc il ne peut faire aucune expérience. Fatalement, s'il ne teste rien, il ne tente rien, il va grandir sans avoir rien essayé, sans être jamais sorti de chez lui. Donc, quand il va se prendre le vrai monde, la vraie réalité un jour, ça va lui faire bizarre. Et au contraire, un enfant qui n'a pas de cadre, pas de limite, fais bien comme tu veux, mange ce que tu veux à l'heure que tu veux, dors quand tu veux, ça va pas non plus, quoi. C'est aussi un enfant, voilà. Peut-être que sur le moment, on peut avoir l'impression, moi je sais que j'ai mon fils qui a un petit copain qui est dans cette configuration, les parents le laissent un peu gérer sa vie alors qu'il a 7 ans. Et il me dit, il a quand même de la chance, il a regardé telle chose à la télé, lui, il peut se coucher quand il veut. Et peut-être que sur le moment, l'enfant peut se dire, j'ai de la chance par rapport aux copains. Mais ça donne quoi? Ça donne quand même des adultes qui se disent à un moment donné, même moi, j'ai pas eu des limites et donc je vais devoir aller les chercher à l'extérieur, peut-être dans des comportements dangereux. Voilà, peut-être. Alors, si c'est juste aller au manège à sensations, ça va. Mais si c'est prendre la bagnole et se dire, tiens, je ferais peut-être un demi-tour là sur l'autoroute, ça peut être sympa en termes d'adrénaline, c'est moyen, quoi. Voilà. Donc, parce que c'est ça aussi, au final, la personne, elle va chercher
à se sentir vivante à tout moyen, sauf que vu que ses limites se sont décalées au fur et à mesure, bah, c'est des actions de plus en plus folles qu'elle doit faire pour ressentir ça, justement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que, voilà, un enfant qui n'a pas été suffisamment aimé, au final, c'est un enfant qui a un peu une absence de modèle ou un flottement de modèle auquel s'identifier en tant que parent lui-même, quoi. Donc, tout ça, à petit, moyen ou grande échelle, ça peut mener au trauma. Le trauma, c'est quoi? C'est quand le cerveau, il n'a pas enregistré que l'histoire allait terminer. C'est-à-dire que tu as vécu un truc dans le passé et pour ton cerveau, c'est pas passé, c'est pas fini. C'est-à-dire que ça peut revenir et il est là tout le temps en mode quand tu avais 7 ans, il y a un chien qui t'a mordu. Fais attention dorénavant, même si tu as 47 ans ou voilà, à tous les chiens en fait. Le chien, c'est voilà, ça mord, ça fait mal, voilà. C'est ça le trauma. C'est quand pour ton cerveau, l'histoire elle n'est pas réglée, elle n'est pas finie. Donc les phobies sont liées à ça alors? Ouais, ça peut être lié à ça. Alors pas que, parce qu'en psychologie c'est beaucoup plus complexe que ça et ça peut être une forme de je prends un objet extérieur à moi pour finalement mettre mon angoisse dessus parce que je suis pas consciente que j'ai des angoisses. Mais ça, voilà, on va pas faire le topo psychologique, mais ça peut être vraiment ça. Mais les phobies, ça peut effectivement être ça. C'est avoir eu une première expérience, une première confrontation avec l'objet de la phobie qui s'est mal passé, ou soit on s'est fait, on a eu mal, soit on s'est fait moquer, donc on s'est senti humilié, mais en tout cas, il y a des choses comme ça. Donc là, dans cette slide-là, je faisais le comparatif entre le trauma simple, je rappelais, parce que souvent, quand on dit trauma, on a des idées qu'effectivement, c'est soit une catastrophe naturelle, soit une prise d'otage, soit la guerre, soit la maladie. Donc là, je mettais un petit peu les traumas simples. Et les traumas complexes, c'est justement quand on a eu une atteinte à soi ou à quelqu'un à qui on tient. On disait tout à l'heure, quand on est témoin, tu sais, quand tu es un petit enfant et puis que tu vois ton papa tellement en colère qu'il va gifler maman, par exemple, ou gifler ton petit frère, ou gifler le chien, ou j'en sais rien, ça peut mener au trauma, effectivement, même si tu ne l'as pas vécu toi-même. Donc, une atteinte à soi ou à quelqu'un à qui on tient dans son intégrité, sa santé ou sa moralité. De façon répétée, donc c'est souvent que papa, il est en colère. C'est souvent que papa ou maman, d'ailleurs, je dis papa ou maman, mais est pas bien, est malade, est triste, pleure, etc. Voilà, c'est souvent que... Ou alors, ça a été vécu dans la durée, parce que le trauma complexe, ça peut être lié justement à l'enfance, à grandir dans des environnements dysfonctionnels, mais ça peut être aussi être à l'âge adulte, arriver à l'âge adulte pour une femme, et puis ou pour un homme, et puis vivre des violences dans un couple, et puis garder ce couple pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Donc, c'est vraiment dans la durée. Et dans ces actions-là, dans le trauma, il y a toujours un ressenti de mort imminente ou une très grande vulnérabilité. C'est-à-dire, je suis tellement petit là devant ce qui m'arrive, je me sens tellement petit face à ce que je vois, face à ce que j'entends ou face à ce qu'on me fait subir, que soit je vais mourir, soit je vais jamais me remettre, et soit je vais tout le temps être petit et tout le temps être vulnérable. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a des actions qui se passent au final, nous, quand on est grand, qui vont pas avoir le même impact que quand on est petit, parce que enfant, on n'a pas forcément aussi le recul et les connaissances nécessaires pour pour se rendre compte que une gifle ne tue pas, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Mais tu vois souvent, c'est vraiment les réactions. En tant qu'adulte, tu vois les réactions des gens, et il y a des gens pour qui le même événement, il va y avoir un sursaut, il va y avoir un truc. Alors que la personne d'à côté, pas du tout, c'est tranquille, parce que elle n'a pas été confrontée à ces choses-là enfant, et maintenant en les voyant adultes, elle fait bien la part des choses, alors que l'adulte à côté, même s'il fait la part des choses et qu'il sait très bien que c'est pas grave ce qui vient d'arriver, mais il y a un sursaut parce que son cerveau lui envoie comme un coup d'électricité, parce qu'il fait le lien avec ce qui s'est passé enfant, alors que là, il était vulnérable, quoi. Oui, c'est une alerte au final pour sauver ta peau, quoi. Ouais, exactement. Et donc, je voulais aussi reparler très brièvement des 5 blessures de Lise Bourbeau, parce que un enfant qui n'a pas été assez aimé, on pourrait résumer à ça, c'est un enfant qui est
aujourd'hui encore dans des blessures dont parle Lise dans ses ouvrages. Hein, les 5 blessures, on est beaucoup à connaître ça, mais il y a la trahison, un enfant qui s'est senti trahi à un moment donné, rejeté, abandonné, humilié ou en situation d'injustice. Donc tout ça, ça amène au sentiment de tiens, aujourd'hui, si je regarde mon passé, ouais, j'aime pas trop, j'ai pas une enfance, ouais, j'avais peut-être tout, effectivement, j'avais à manger, un toit, des parents, machin, mais j'ai quand même eu un sentiment un peu âcre par rapport à cette enfance. Et donc, c'est légitime de ressentir quand on a vécu des blessures comme ça enfant, parfois de l'insécurité, même quand on est grand, adulte, majeur, vacciné, tout ce que tu veux, de la peine, des absences. Tu sais, c'est les moments où tu parles à quelqu'un, puis tu vois, la personne, elle est là, mais elle n'est plus là. Puis tout à coup, elle revient. Ah, pardon, tu disais. Mais en fait, tu te dis, mais tiens, t'es allée où? Et souvent, elle est allée dans le passé, quoi. Elle est allée revivre des choses. Elle en a peut-être pas forcément consciente, mais voilà. Après, sans rentrer dans les gros troubles, tu vois, dissociatifs, etc. Mais ça peut vraiment arriver. Hein. De l'angoisse, donc des situations d'angoisse, d'anxiété. Ça aussi, on est vraiment une génération, je sais pas, mais on a tous autour de nous et peut-être même nous-mêmes, on vit de l'anxiété, de l'angoisse. Les crises d'angoisse, c'est maintenant légion. Enfin, je trouve que tout le monde en parle aujourd'hui parce que, voilà, on a tous de l'angoisse. Bon, après, on a aussi vécu des choses ces dernières années qui ont été assez anxiogènes, mais voilà, on est quand même une génération assez angoissée. Émotions inconfortables. Donc tout ça, c'est légitime d'avoir des fois des sursauts. Tu sais, un petit bruit, tu fais un bruit, tu laisses tomber un objet, une cuillère, je sais pas, il y a des gens qui vont sursauter, puis il y a des gens pas du tout. Mais les gens qui ont sursauté, c'est assez parlant, surtout si la personne, elle sursaute fréquemment. Ça, pour moi, dans mon cas, ça a été un des premiers signes qu'a repéré quelqu'un de mon entourage pour me dire, tu sais quoi, je crois que tu es en stress post-traumatique. Mais ça, c'est vraiment, voilà, on va pas rentrer dans le sujet, mais les sursauts, c'est pas anodin. Bien sûr, si une bombe explose à côté de toi, j'espère bien que tu vas réagir. Mais tu vois, les petits bruits où tu vois que les autres n'ont pas bougé, n'ont pas sursauté, et que toi, ça t'a fait une frayeur, mais tu as l'impression encore 5 minutes après que ton cœur, il est toujours pas revenu à la normale, quoi. Un claquement de porte, un grincement, ce que tu veux, quoi. Ouais. Des difficultés pour dormir, voilà, tout ça c'est légitime. Des réactions excessives, mais ça, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, c'était plus fort que moi. Là, j'ai pété un boulon, je sais pas pourquoi. Le gars, il m'a dit ça, je suis sortie de moi-même, je me l'explique pas. Voilà, c'est peut-être lié à des choses de l'enfance. Hypersensibilité, le doute perpétuel en tant que parent, est-ce que je fais bien ça? Est-ce que si je lui donne ça à manger, c'est bien ou plutôt ça? Ou vraiment la remise en question où des fois, tu te dis juste, mais non, mais laisse-toi aller, détends-toi, quoi, c'est pas grave, t'es pas obligé de te remettre tout le temps en cause, quoi. Essaye et puis on verra bien, ça marche pas, on rectifie, mais de la fatigue, les gens qui ont vécu des choses enfants, c'est des gens qui sont très fatigués parce que leur cerveau fait toujours un travail encore aujourd'hui pour essayer de canaliser les choses, les souvenirs rangés dans certaines étagères et que l'étagère se casse pas la gueule. Et c'est toujours une hyper-vigilance. Alors, ceux qui ont des traumas complexes, etc., on ne fait même plus attention à ça. Mais on est tout le temps en train de... Tu vois, on arrive quelque part, on scanne. Il se passe quoi? Il y a qui dans cette place? Comment est cette personne? Est-ce qu'elle m'a l'air menaçante? Non, ça va, elle a l'air tranquille. Ok, c'est bon, je me détends. Et ça, on le fait de façon inconsciente. C'est un automatisme. Mais c'est pas pour autant que ça ne demande pas d'énergie. Et donc, fatigue. L'envie d'être seul, c'est légitime. Des fois, de dire, ah là, tu sais quoi, je suis pas bien, j'ai juste envie d'être seule. C'est légitime. Et il y a plein de gens qui culpabilisent. Je pense qu'on le verra par la suite du sommeil. Il y a plein de mamans qui culpabilisent de juste avoir besoin d'être un peu seule, mais c'est complètement légitime. Ou au contraire, d'avoir envie d'être entourée. Ah, mais là, j'aimerais bien aller voir des gens. J'aimerais bien être, avec mes copines ou avec des copines ou que sais-je. C'est légitime aussi. Et le besoin d'être compris. Tu vois, le truc de dire, mais moi, j'ai l'impression que personne ne me comprend, ça m'agace et j'ai envie qu'on me comprenne, c'est complètement légitime. Et c'est possible. Et c'est possible d'être un super parent avec tout ça. Donc là, la petite slide qui s'appelle la culpabilité ou l'art de s'infliger une double peine. Oui, double peine parce que tu as déjà vécu des trucs pas très sympas, voilà, tout au long de ta vie. Et en plus, tu culpabilises, donc tu t'en remets une couche. Mais ça, c'est plutôt, c'est pas mal féminin. Et moi, mon message, c'est de dire,
est-il nécessaire de culpabiliser quand vous avez l'impression que vous culpabilisez là, ben peut-être que ouais, est-ce qu'il y a lieu vraiment? Est-ce que vraiment vous auriez pu faire différemment? Si oui, super, pour la prochaine fois, ben, vous ferez différemment. Et sinon, ben, parce que souvent on culpabilise pour des choses qu'on n'aurait même pas pu changer, quoi. On n'a pas de prise dessus, mais on culpabilise quand même. Là, tu vois, mon petit cœur avec une pause. Je voudrais profiter d'un instant et je veux juste qu'on fasse un petit exercice ensemble pour justement faire une petite pause. Okay. Et je te propose, Coaline, que tu me donnes 3 choses que tu vois autour de toi. 3 objets? Ouais, 3 objets. Ok, alors je vois un crayon, un critérium. Ouais. Je vois un gros objet, un arbre. Ouais. Et je vois une petite statue Bouddha. Oh, ok. Bouddha. Okay. Moi, je vois, et je vous invite aussi à le faire derrière votre écran. Voilà. 3 choses que vous voyez autour de vous. Moi, je vois le réveil que mon fils m'a posé parce que je lui ai donné mon téléphone en contrepartie, il m'a donné son réveil pour que je voie l'heure. Une tasse et un rouleau de scotch rose. On va prendre une bonne inspiration et on souffle. J'aimerais 3 choses que tu entends. Alors, je t'entends toi. Ouais, à douce voix. Est-ce que tu entends le ronron de peut-être ton ordinateur? Alors non, j'entends un autre bruit, mais je ne saurais pas te dire ce que c'est. Ouais. D'accord. Un truc qui souffle, quoi. D'accord, ouais. Et j'entends une tourterelle qui n'arrête pas de chanter. Quelle chance. Donc moi, j'entends effectivement ta voix aussi. J'entends mon ordinateur qui ronronne un petit peu plus. Et j'entends des petits gargouillis dans mon ventre parce que j'ai mangé tout à l'heure. Et je pense que je suis un petit peu, je commence à être un petit peu en phase de digestion. On prend une bonne inspiration. On souffle. Yes. Et je te propose de me donner 3 choses maintenant que tu ressens dans ton corps ou sur ton corps. Tu sais, ça peut être tes pieds posés au sol. Tu vois, moi, par exemple, là, c'est mes pieds, je suis pieds nus, donc je sens mes pieds posés au sol. Je sens mes coudes sur les accoudoirs de mon fauteuil et je sens mon fauteuil aussi, mais sous mes fesses. Je sens le dur de... Là, tu m'as pris tout ce que je voulais dire. Mince. J'ai un seul pied par terre. Ouais, t'as un seul pied. Et l'autre, il est où, du coup? Il est jambes croisées, donc il est en l'air. Donc tu le sens? Tu sens tes jambes au moment là, à l'endroit du croisement? Je sens, oui, au niveau du dessous de mon genou sur une jambe et le dessus sur l'autre au final. Ouais. Et j'ai un seul coude et l'autre c'est mon avant-bras. D'accord. Est-ce que tu as des bracelets Non, pas de bijoux, des lunettes. Je sens mes lunettes. Est-ce que tu sens les lunettes? Et mes cheveux aussi, je les sens bien. Tu sens tes cheveux. Ok. Allez, on prend une bonne inspire et on souffle bien. Voilà. Alors, c'est un exercice qui peut être plus ou moins long. On peut partir à rebours, faire 5 choses, puis 4 choses, puis 3 choses, etc. On peut aller jusqu'à 1. En général, moi, à 1, je dors quand je fais ça. C'est un petit exercice de juste quand on se dit là, je suis dans tous les sens, là, je suis pas bien, là, je réagis mal à quelque chose qu'on m'a dit, là, je suis en colère, ou bien là, j'ai du stress, ou là, j'ai du chagrin. Tu vois, un peu tout ce qu'on s'est dit avant, là, les réactions qu'on peut avoir, c'est un exercice qui coûte rien, qu'on peut faire à tout moment, qu'on peut faire aussi avec nos enfants, quand on les voit eux-mêmes stressés pour l'école, pour ceci, pour cela. Se poser et dire, tiens, donne-moi 5 choses que tu vois. Puis maintenant, donne-moi 4 choses que tu vois ou 3 choses que tu entends. Et à chaque fois, de bien respirer entre, c'est un super exercice pour réguler le système nerveux. Le système nerveux, c'est celui qui va, en lien avec le cerveau, te faire voir combien tu es peut-être en danger, parce que le cerveau archaïque, il va se dire, oh punaise, là, il y a une situation, il y a une personne que dans le passé, j'associe à un truc difficile à vivre. Hop, c'est du danger. Quand toi, en tant qu'adulte, tu dis non, c'est terminé tout ça, donc je vais respirer, je vais calmer mon système nerveux et ce faisant, je vais accompagner mes enfants, etc. Donc, au final, le fait de respirer va calmer ton rythme cardiaque et va te donner de l'oxygène. Et le fait, tu sais, de se concentrer sur ses sens aussi. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent. Là, voilà, on repart dans le corps.
Donc, on laisse le mental là qui s'agite, on repart dans le corps, on repart dans l'ici et maintenant. Tiens, je suis ici maintenant, je ne suis pas dans mon passé où j'ai subi telle et telle chose, ou mon patron m'a dit ça ce matin, ou ma collègue, ou machin, et ça m'a énervé. Je suis ici et maintenant, et donc ici et maintenant, tu vois, comme on disait au début avec la phrase de Gandhi, c'est au présent que se prépare le futur. Je suis maintenant ici. Et voilà. Et c'est un super exercice à faire avec toute la famille, vraiment. Donc, lorsque tout s'emballe, je respire, un peu comme on vient de faire. Ou alors, au contraire, si j'ai, tu vois, de l'énergie, là, un peu de colère, ben, je marche d'un pas rapide, même si c'est dans ton couloir, ou toi, tu as la chance d'être en pleine nature, voilà, tu vas marcher. Le fait de marcher, de faire un mouvement comme ça, bilatéral, ça va venir apaiser le cerveau. Et le fait de le faire vite, ça va faire comme je lâche. Là, je lâche la colère. Là, je lâche ce que je suis en train de ruminer. Je me fais accompagner, ça c'est, voilà, on le dit jamais assez, mais dans la santé globale et la santé mentale, bah, on a le droit de se faire accompagner vraiment, et c'est bien de le faire. Je corrégule mon système nerveux. Je corrégule, c'est quoi? C'est que je vais prendre quelqu'un qui est calme, peut-être mon fils, ou peut-être mon bébé qui dort, ou machin. Et je vais soit poser ma main sur la personne si elle est d'accord et que je vais demander auparavant. Alors, ça peut être là, au niveau là, ou sur le ventre, ou selon, bien sûr, l'intimité que tu as avec la personne. Et juste la sentir respirer, vu qu'elle est calme, moi, je vais respirer avec elle et je vais apaiser ma respiration. Et je me rappelle surtout que je suis entièrement légitime. Donc, mon fils, il me dit, mais maman, toi, t'es super maman, il te manque que la cape. Il a 7 ans, il me dit ça. Et moi, je suis persuadée que les parents qui ont été des enfants insuffisamment aimés ou pas comme ils auraient voulu, voilà, il leur manque que la cape. Parce que être parent, quand on n'a pas été suffisamment aimé, c'est savoir, ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, en intro, c'est savoir veiller en fait au bien-être de l'autre. Parce qu'on sait ce qui nous a manqué et on sait ce qu'on aurait pu aimer à la place. On peut aller questionner notre enfant intérieur, mais voilà, tu souffres encore, mais qu'est-ce qui te manque finalement? Qu'est-ce qui t'a manqué? De quoi tu aurais eu besoin? Et ça, on peut le transposer à notre enfant qu'on a aujourd'hui en face de nous. C'est mieux observer, comprendre, offrir. Alors ça, c'est le côté sympa de l'hypervigilance. Parce que quand on n'a pas été bien, souvent, voilà, comme je disais, on se calme, voilà. Mais le côté positif, c'est que du coup, cette observation, elle nous permet quoi? Elle nous permet d'être en empathie avec l'autre. De voir, tiens, l'autre, ce matin, il a... Tu vois, tu vas vers ta collègue et tu dis, ça va ce matin? T'as l'air un peu contrariée ou t'as l'air un peu soucieuse. Ou... Les gens, ils sont souvent étonnés. Ah ouais, bah tiens, t'as remarqué, ouais, c'est vrai que finalement, voilà. Mais ils sont étonnés dans le bon sens parce qu'on prend soin d'eux. Et du coup, on peut aussi observer nos enfants, on voit peut-être plus facilement que quand on a eu l'impression tout le temps qu'on était au centre de l'attention, finalement, ça n'a pas développé le sens de je fais aussi attention aux autres. Donc, c'est pour ça, c'est un super pouvoir finalement. C'est faire de sa vulnérabilité un atout parce que finalement, on peut aussi se mettre à échanger différemment avec notre enfant et lui dire, bah, tu sais, moi, bah, y a des jours où je ne suis pas en forme, où je n'ai pas non plus envie d'aller au travail comme toi, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Tu sais, moi aussi, j'ai des émotions. Moi aussi, des fois, je suis triste. Moi aussi, je suis en colère. Donc, je comprends, tu as le droit d'être en colère. En fait, cette vulnérabilité, elle vient au service de l'enfant à lui dire, bah, tu es légitime comme tel, les émotions, tout le monde en vit. On est nombreuses à essayer de les cacher en tant qu'adulte. Bah non, moi, je pleure jamais. Quand tu es un homme, tu pleures pas. Quand tu es une adulte, tu fais pas ci devant tes enfants ou ça. Mais au final, est-ce que c'est leur rendre service? Parce que c'est leur apprendre qu'il faut se blinder. Et se blinder, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Alors qu'au contraire, accepter que, ouais, il y a des émotions et que du coup, on peut les gérer et elles vont passer. En fait, on va pas mourir. C'est juste un pic. C'est juste une vague et on va la traverser ensemble. Ben, c'est super aidant pour les enfants aussi. C'est transmettre du coup un autre modèle d'adulte authentique, résilient, qui va pas forcément avoir envie d'utiliser la punition, l'humiliation, etc. à des fins éducatives, mais qui va peut-être aller chercher d'autres choses plus bienveillantes, même si la bienveillance est assez décrite en ce moment, mais voilà, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. La bienveillance, ben, c'est bien. Et c'est continuer d'apprendre pour soi et d'enseigner à l'autre.
quand moi, j'apprends à découvrir, mais tiens, pourquoi j'ai ces réactions? Tiens, tu sais quoi? Je sens que j'ai été un enfant pas suffisamment aimé et je vais aller peut-être suivre une psychothérapie ou me faire accompagner d'un coach ou que sais-je. Eh ben, j'apprends des choses sur moi et je peux les transmettre. Typiquement, l'exercice de la respiration, c'est un exercice que moi, j'ai appris pour moi, me calmer et que j'ai amené dans ma famille et qui sert à tout le monde aujourd'hui. Et que aujourd'hui, je vous transmets à mon tour, mais on apprend pour soi et du coup, on transmet. Oui, parce que c'est ça aussi le fait d'apprendre des choses pour soi et de passer à l'action surtout et que nos enfants nous voient parce que de toute façon, ils nous verront quoi qu'il en soit. Ouais. Ça leur permet aussi de s'approprier ces clés et de voir que ouais. Y a ça qui est possible aussi s'il m'arrive ça, ouais. etc. Quoi. Ouais. C'est histoire de... On n'est pas obligé de vivre une vie où on est tout le temps renfermé, on a tout renfermé. Tu vois, toutes les mauvaises choses, hop, on les enferme à l'intérieur. Non, on peut ouvrir. Des fois, c'est pas très confortable, mais c'est qu'un temps où c'est inconfortable. En général, quand on a ouvert et que ça sort comme ça se dilue et ça fait de la place à d'autres choses. Ça fait de la place à de l'apaisement, à des belles choses, à des beaux souvenirs aussi à co-construire avec nos enfants. Oui, c'est ça. Au final, le résultat est vraiment plus intéressant pour nous que en passant cette peur-là que au final garder tout pour soi. Quoi. Ouais. Donc, en me créant un cocon sécurisant aujourd'hui et en veillant à mes besoins, j'apprends à mon enfant à faire de même, à le faire maintenant, à le faire plus tard, à le faire aussi quand il sera adulte. Et quand il sera devenu parent, lui, pour le coup, il aura un modèle de parent qui sait suffisamment aimer au sens de ni trop étouffé, ni trop laissé, quoi. Donc, et ça, c'est... Voilà. Et en ça, je trouve, mon message, c'était aussi de dire, c'est urgent de reconsidérer les choses, de considérer qu'on est légitime dans nos réactions, que si on a des réactions qu'on ne s'explique pas, etc., c'est légitime d'aller voir, tiens, pourquoi j'ai de l'anxiété, pourquoi je vis telle difficulté aujourd'hui, pourquoi je vis telle problématique récurrente dans ma vie. J'ai le droit d'aller les faire examiner par quelqu'un dont c'est le métier, avec qui je vais travailler, avec qui je vais avancer. Et chaque fois que j'avance d'un pas, je fais avancer mes enfants de 10 pas. Parce que déjà, ils vont avoir le bonheur de voir une maman beaucoup plus épanouie et qui est mieux dans ses baskets. Et en plus, eux, ça leur crée des outils pour plus tard. Et ils vont se dire, si on a un problème, on a le droit d'aller chercher des solutions à l'extérieur. On n'est pas obligé de se dire, non, je vais régler ça tout seul. Et voilà, on peut demander de l'aide. On peut dire, tiens, je vais aller respirer un petit peu. Ou tiens, là, je vais aller marcher un peu, m'activer parce que je sens que j'ai de la colère et qu'il faut que j'évacue. Et j'ai le droit, et c'est légitime, j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit de l'exprimer, mais d'une certaine façon, pas en frappant ou en criant sur mes enfants ou sur mon entourage. Et j'ai le droit après d'aller la gérer, cette colère. Mais dans toutes ces facettes-là, je suis légitime. Oui, c'est légitime et c'est même nécessaire au final si on veut vraiment reprendre le contrôle de sa vie et qu'on veut oser aussi vivre comme on l'entend et si on veut justement que les personnes autour de nous fassent de même. Ouais, c'est-à-dire s'autoriser et l'autoriser pour les autres. Exactement. S'autoriser, c'est donner l'autorisation aux autres, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, j'arrête le partage pour qu'on revienne peut-être ensemble. Voilà. Voilà, donc c'était un petit peu ce que j'avais envie de proposer aujourd'hui. Ok, c'était trop cool. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses. C'était super clair. Donc, top. Et je trouve qu'on a vu, on a vraiment fait le tour du sujet en soi. Tu nous as donné pas mal de choses, même l'exercice concret, c'était sympa aussi. Donc, non, franchement, top. Je suis sûre que ça va bien servir. Je suis bien contente d'avoir fait appel à toi. Et c'est surtout, si on doit retenir qu'une chose, c'est que je suis légitime. Je ressens ça, je suis légitime. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite se dire, oh, mais pourquoi je ressens ça? Mais quand même, je suis pas sympa avec un tel machin. Ok, je vais veiller à être quand même respectueuse, mais si je suis en colère, je suis légitime. S'il y a un souvenir qui arrive, c'est légitime. C'est qu'il y a quelque chose qui l'explique dans mon système nerveux, qui est relié à ce que j'ai vécu dans le passé, des choses parfois qui sont très enfouies, qui ne sont même plus à la conscience, mais en tous les cas, je suis légitime, donc arrêtons de culpabiliser. Oui, et puis de toute façon, une émotion, elle est là pour quoi? Une émotion, elle est là pour nous donner un message et pour être vécue. Donc, si on ne s'autorise pas à comprendre le message et à vivre cette émotion, on va avoir un tsunami dans la tête, en fait. Donc, justement, il vaut mieux écouter tout de suite ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, vivre
son émotion, puisque de toute façon, elle est là et elle est là pour quelque chose, plutôt que de vouloir, comme on disait tout à l'heure avec l'histoire de j'arrive au burn-out, etc., de vouloir trop tirer le truc et avoir une montagne au final à gravir, quoi. À gérer une fois que ça nous tombe dessus, ouais. Et c'est, encore une fois, s'il y a des parents qui nous écoutent ou qui vont nous écouter et qui ont peut-être subi des choses très difficiles dans l'enfance, encore plus difficiles que ce que j'ai expliqué, et qui se disent, moi, je peux pas être un bon parent, si, aussi. C'est vrai que, je sais, on a beaucoup dit que les gens qui font du mal aux autres, les parents qui battent leur enfant ou qui vont dans des violences sexuelles ou quoi, c'est des gens qui, enfants, ont subi, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Il y a des gens qui ont subi des choses et qui, du coup, s'en servent pour être connectés aux besoins des autres et aux besoins de leur enfant. Et je crois que ça, on ne l'a pas assez dit. Alors ça, je peux que te le confirmer et je peux même te dire que là-dessus, forcément, quand on vit un événement tragique comme ça, étant plus jeune, ou même moins jeune en soi, on va avoir la sensation que c'est dans la normalité, entre guillemets, des choses. Oui. Donc, à un moment donné, on va avoir la pensée forcément de « et si moi, je faisais la même chose ?» Après, la question, c'est pas est-ce que ça veut dire que tu es pareil si tu penses ça, mais c'est est-ce que tu vas croire ce que tu penses et aller dans ce sens-là, ou est-ce que tu vas te reprendre et finalement te dire non, moi, je suis comme ça et pas comme ça. Ouais, de toute façon, une pensée viendra, même si on ne la croit pas, la pensée, elle viendra quand même. Mais après, c'est à toi d'avoir le recul de et d'avoir choisir ce que tu en fais. Voilà, c'est ça. Pour te dire. Et de te faire accompagner aussi. Oui. De te faire aider pour justement, si tu n'as pas assez confiance en toi pour te dire qu'est-ce que je crois, quelle est la pensée que je crois et qu'est-ce que je suis. Et mais est-ce que je vais être assez fort? Tu sais quoi, le meilleur moyen, c'est de porter la charge ensemble à plusieurs, quoi. Quand on se fait accompagner par quelqu'un, on est plusieurs à porter en fait la charge et ça fait du bien. Et on a le droit aussi d'être pas toute seule à porter la charge. Non seulement ça allège un peu cette charge-là, mais en plus, ça permet aussi d'avancer beaucoup plus vite et d'aller à l'essentiel. Parce que chaque chose qui nous arrive dans notre vie, elle a forcément déjà été vécue par quelqu'un. Alors, plutôt que de chercher sa solution tout seul dans son coin et de ramer à essayer de trouver cette solution, autant s'ouvrir et aller chercher de l'aide à côté pour justement que le chemin soit pré-mâché et que ce soit moins difficile. Je pense que c'est assez compliqué comme ça. Et autant se faciliter les choses aussi en osant aller chercher des personnes pour nous aider ou des solutions concrètes plutôt que de trifouiller à droite à gauche, quoi. Ouais, exactement. Écoute, j'adore ta synthèse. Merci, Déborah. Et Déborah, mais tellement. Si on va aller plus loin avec toi ou si on veut te suivre, voir un petit peu plus en détail ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? DéborahAdam.com. Voilà, Déborah, il y a un H, donc c'est tout attaché. DéborahAdam.com, c'est mon site. Et donc là-dessus, on peut aller sur une partie blog où je parle beaucoup de stress post-traumatique, d'anxiété, de tout ce genre de choses, de finalement des blessures de l'enfance. Et du coup, on peut aussi prendre contact pour peut-être faire une séance ou un suivi ensemble. Voilà. Des fois, je partage aussi des ateliers, mais voilà, en tous les cas, DéborahAdam.com. Et puis sur Instagram, mon pseudo, c'est entièrement extraordinaire. En un seul mot, ça fait un grand... Voilà, entièrement extraordinaire parce que j'ai envie qu'on se sente toutes légitimes et qu'on sache qu'on est entièrement, c'est-à-dire pas juste une partie, pas la partie qui va bien et puis quand je suis triste, je suis pas tellement extraordinaire. Non, je suis entièrement extraordinaire. Ok, trop bien. Et je lis un petit peu les commentaires aussi avant de passer à la suite. Il y a Stéphanie qui nous remercie, qui te remercie surtout pour ce moment de partage. Il y a Pascaline qui dit magnifique, j'ai adoré. Qu'en veillant à mes besoins, j'enseigne aussi à mon enfant. Je n'ai pas réussi à lire les coordonnées tout à la fin, mais il n'y a pas de souci. Je viens de vous mettre là en commentaire, les filles, toutes les coordonnées. Je vous les renverrai par mail. Je vous les remettrai sur le groupe Facebook. Vous allez manger de la coordonnée, vous en faites pas. Hein. Il y a Julie qui nous met merci beaucoup, Déborah. Pascaline, oui, la force de nos fragilités, j'adhère. Merci pour les coordonnées et tout. Donc,